Alors, nous sommes avec Éric Roland Bellagamba, qui est auteur et illustrateur, qui est un habitué du Salon du Livre Jeunesse de Digne. Je crois que c'est la 5e édition où vous êtes présent avec nous. Et là, avec à la fois donc, présentation d'un certain nombre de réalisations, notamment un qui est le journal de Lulu, sur lequel on va revenir, mais qui a aussi donné lieu à un spectacle qui sera programmé cet après-midi. Et puis, vous n'êtes pas qu'auteur-illustrateur, vous êtes aussi illustrateur, et notamment de ce livre, Celui qui rit, ça ira, de Pepito Matteo, avec les illustrations de Bellagamba. Alors, votre parcours d'artiste, comment est-ce qu'on pourrait le résumer ? Le résumé, ça sera difficile. Difficile. Parce qu'effectivement, bon, je suis auteur et illustrateur depuis 1995, l'année de parution de mon premier album, Le Journal de Lulu. Mais j'ai toujours pratiqué d'autres disciplines artistiques comme la peinture, la sculpture et surtout la création de lumière, qui est un métier que je pratique toujours, la création de lumière pour des spectacles, des musées, des monuments aussi, puisque j'ai mis en lumière la plupart des monuments de la ville d'Arles, dont je suis originaire, j'y suis né et j'y vis depuis. Voilà, donc j'interviens dans différentes disciplines artistiques et je fais ce qu'on me demande de faire aussi. Donc c'est vrai que je ne suis pas qu'auteur et illustrateur. Et alors pourquoi cette envie, cette volonté d'être auteur-illustrateur jeunesse, pour la jeunesse? Quelle est la genèse de... Oui, la genèse de cette histoire, c'est tout simplement de transmettre, de communiquer à mes enfants. C'est parti, le journal de Lulu, je l'ai dédicacé à ma fille qui s'appelle Louise. Donc ça a été la première aventure. En fait, j'avais fait déjà un travail autour de l'épouvantail, un personnage que je considère un peu comme un autoportrait, puisque je suis demi-voyant de naissance et j'ai toujours eu le sentiment d'être un épouvantail pour les autres. Donc à ma fille, je lui racontais toujours l'histoire de Lulu qui a été un petit âne, une étoile, plein de choses, et c'est devenu à l'arrivée un épouvantail à partir d'une série de dessins que j'avais fait sur ce thème-là, avec le geste du plasticien plus que le geste de l'illustrateur. Je ne me qualifie pas d'illustrateur, puisque je viens plutôt de l'univers des arts plastiques. Et j'ai composé ce livre, ce journal intime de l'épouvantail. Donc c'est un petit peu un autoportrait, mais c'est un épouvantail qui aime les oiseaux, qui aime la nature, qui n'a pas tellement envie que ça de faire peur aux autres. Et qui n'a pas envie de devenir un épouvantail professionnel. Oui, c'est vrai. Alors est-ce que justement ce parcours, Éric, qui est un pied dans une activité, un pied dans une autre, est-ce que quelque part il n'y a pas aussi le désir justement de ne pas être trop ancré sur une action unique? C'est très juste. C'est très juste. J'ai besoin de me nourrir de plusieurs choses, de multiples rencontres avec l'univers artistique, avec les auteurs, avec les artistes, mais aussi avec le public. Donc c'est à travers toutes ces rencontres que je peux avoir une expression personnelle. C'est vrai, j'ai pas pu décider de n'être qu'auteur illustrateur. J'en suis aujourd'hui à une vingtaine de livres, peut-être un peu plus, je sais plus, que ce soit particulièrement en jeunesse, c'est vrai, mais j'ai aussi fait des livres, des sorties de résidence et autres que j'ai écrits. Aussi, donc c'est ce besoin d'ailleurs dans mon atelier de passer d'une discipline à une autre. Dans mon atelier, j'ai plusieurs tables, plusieurs murs, bien sûr, heureusement. J'ai besoin à un moment donné de lâcher un travail sur lequel je suis pour aller vers un autre. C'est une forme de répit, mais c'est une forme de nourriture aussi. Alors,
naturellement, ce type d'ouvrage permet de créer du relationnel, de créer du contact, de créer un échange, notamment avec les jeunes, avec les plus jeunes, avec les enfants. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de la qualité de ces échanges? Est-ce que ça vous apporte quelque chose dans votre création? Déjà, avec les organisateurs, les médiathèques, les associations qui font ce superbe travail autour du livre jeunesse, c'est toujours très fort. Et puis il y a les rencontres avec les classes, donc il y a des lectures d'images et de textes que moi, en tant qu'auteur, en tant qu'artiste, je veux dire, je n'ai pas toujours suffisamment de recul pour avoir certaines lectures. J'ai des retours magnifiques de la part des enfants. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une nourriture, d'autant que mes propositions plastiques, ce ne sont pas des propositions d'illustration, en tout cas ce ne sont pas des propositions académiques, je dirais, où la représentation, on est dans la représentation. Je dis souvent que je fais deux livres dans le même, à savoir une image ouverte, c'est plus le geste du plasticien que celui de l'illustrateur, plutôt qu'une image qui va raconter ce qui est déjà raconté dans le texte, ce qui est l'attitude de l'illustrateur a priori. C'est la luminure. Il n'y a pas de redondance entre le dessin et le texte. Voilà. On peut les aborder différemment. Tout à fait. D'ailleurs, il m'arrive de mélanger les images, de faire tout autre chose que ce qui est raconté dans le texte. C'est une façon d'apporter aussi une certaine liberté d'expression. Et c'est là où je suis très content, c'est que chaque fois que j'interviens dans mes classes, et ça je pense que je n'ai jamais compté, j'aurais dû le faire, chaque fois j'ai des retours magnifiques, parce que les enfants, je les autorise à faire ce qu'ils ont en eux. Et je dis souvent, ce qui soulève l'étonnement des instituteurs, il faut faire très attention de ne pas s'appliquer. Oui. Alors justement, quel retour vous avez des enseignants par rapport à ça? Est-ce que pour eux c'est une parenthèse dans leur travail, ou est-ce que ils utilisent véritablement le matériau que vous apportez dans leur pratique pédagogique? Ah oui, c'est plutôt ça qui se passe la plupart du temps. Donc s'il y a eu un travail en amont, j'ai eu des surprises fantastiques. Vraiment, que ce soit de la maternelle jusqu'au CM2 et même au-delà, en secondaire, il y a toujours une appropriation et un travail sur mes propositions. Et ça, je rends hommage justement une fois aux organisateurs et des manifestations autour du livre jeunesse, qui savent la valeur de ce que peut apporter un livre, de ce que peut apporter un auteur lorsqu'il vient dans une classe. Et je crois que de mémoire, je ne vais pas exagérer, il y a des scénarios un peu particuliers où les enseignants n'ont pas travaillé, n'utilisent pas ou on vient un peu entre parenthèses, proposer une parenthèse temporelle dans le programme d'éducation, mais globalement... Ça reste l'exception. Ah oui, ça reste une exception. Globalement, j'ai vu des expositions de travaux sur mes livres, de tout avec une intelligence. J'ai le souvenir d'une classe de maternelle en plus. J'emploie souvent du sable dans l'illustration, qui avait fait tout un chemin de sable depuis l'entrée de l'école jusque dans la classe pour accompagner ma venue. Donc il y a aussi cette appropriation de mes techniques qui sont des techniques un peu originales, puisque je mélange beaucoup de matériaux. Les derniers albums, j'utilise du sable, du riz, du découpage, du papier chinois dans la même image.
Donc ça c'est aussi une façon comme je le disais, d'apporter aux enseignants et aux enfants cette liberté du geste plastique. Et est-ce que vous notez une évolution dans la capacité ou la capacité d'expression artistique des enfants? Est-ce que c'est toujours la même? Ou est-ce qu'on verrait une évolution? On peut toujours s'interroger peut-être avec l'utilisation des outils numériques. Est-ce que ça modifie leur approche, leur sensibilité? Oui, bon, il y a toujours, et ça c'est lié à l'enseignant, l'intérêt de l'enseignant pour les arts plastiques. Bon, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'évolution, si, il y a une évolution, mais il est vrai que l'outil numérique prend de plus en plus de place dans le quotidien des enfants. Ça, on le sait qu'un enfant va plus facilement aller faire un jeu sur un ordinateur que prendre des crayons à la maison, en tout cas prendre des crayons de la peinture pour s'embarquer dans le dessin. C'est aussi une réalité contemporaine, c'est sûr. Mais c'est vrai que dans la littérature jeunesse, il y a aussi beaucoup de propositions, énormément de propositions. Alors est-ce que c'est un questionnement que j'ai depuis quelque temps, est-ce que cette profusion ne provoque pas l'effet inverse? Mais au demeurant, il faut continuer. Oui, absolument. Il faut continuer parce qu'on est quand même au 3e millénaire et il y a toute une histoire de l'art, il y a toute une histoire de l'illustration. Le livre, ça reste un objet, ça reste une valeur. Et je crois que ça ne se perdra pas. Il ne faut surtout pas que ça se perde. Mais bon, parfois on s'aperçoit que si au fil des années, le nombre de manifestations autour du livre jeunesse, il y a eu une flambée à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même cette problématique de réduction du nombre de manifestations autour du livre jeunesse. Bon, pourquoi? C'est peut-être pas à moi d'y répondre, hein, mais ça c'est un peu dommage. Ça c'est un peu dommage. Bon, c'est certainement lié effectivement au développement de l'Internet et autres qui fait que les manifestations du livre jeunesse meurent de leur belle mort, c'est pas le bon mot, puisque là, Digne s'est fait la 20e année et je crois savoir qu'il n'y aura peut-être pas une 21e. Alors, bien entendu, nous on est très sensibles à ces questions-là et il dépend évidemment des politiques publiques de faire des choix. Enfin, en termes d'éducation des jeunes et des enfants, ça paraît être une proposition qui est complètement incontournable. Alors, ce dernier opus, Suikiri Saïra, Éric, qu'est-ce que ça nous raconte? C'est deux jeunes éditrices d'ailleurs qui m'ont contacté pour illustrer ce conte d'origine japonaise qui a été transcrit par Pépite Matteo, qui est un conteur qui a révolutionné la forme du conte en France, conte adulte ou enfant. Et c'est une histoire autour des prénoms, la problématique, comme beaucoup de parents, savoir quel prénom donner à leur enfant. Et donc ils consultent toute la famille, chacun donne son avis, son prénom, et les voisins et d'autres personnes, et il finit dans le souhait que le prénom apporte le meilleur de la vie à leur enfant. Et finalement, ils n'arrivent pas à se décider, et ils ajoutent tous les prénoms proposés, ce qui finit par faire un prénom extrêmement long, et au lieu que l'enfant reçoive le meilleur de la vie, il lui arrive que des catastrophes parce que son prénom est trop long. Bon, mais il y a quand même une finalité positive. Ça se termine bien. Oui, ça se termine bien finalement. On reste dans l'optimisme. Tout à fait. Donc le prénom de cet enfant, j'adore le prononcer auprès des enfants, c'est Suikiri Saïra, Padora Tadori Shotatami, Okuino Karate Tadesu, Yabuda Yabuda, qui a vécu beaucoup comme tout, Sakado Kajifu, Yukaidi Tufutoki Bonzai. Bon, j'aurais été incapable de le retenir par cœur. Merci beaucoup, Éric. Merci à vous pour votre invitation.